Bonjour Élise. Je Bonjour. m'appelle Nadia. Élise et moi, on se connaît. Je suis la fondatrice de l'agence Taishitu Coaching. Donc, je suis spécialisée dans le marketing digital, dans la création des sites web pour les praticiens du bien-être spirituel, les coachs, les artistes. Et j'ai souvent entendu depuis 4 ans les termes. Quels sont les termes à utiliser, les termes qui peuvent mettre en danger les praticiens du bien-être dans la rédaction des contenus du site web. Du coup, avec Élise, on s'est dit pourquoi pas faire une première capsule sur le sujet, parce qu'il y a une forte demande. Voilà pour cette grande première. Élise, déjà, beaucoup. Et est-ce que tu veux bien te présenter en quelques lignes pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Oui, avec grand plaisir. D'abord, merci Nitalia de me proposer cette capsule juridique. Avec grand plaisir pour parler de ces sujets de contenu. Alors, pour ceux qui me découvrent, je m'appelle donc Élise Guillaudis, je suis avocate. Mon dada, c'est le droit du numérique, mais j'accompagne aussi les praticiens du bien-être, les thérapeutes comme les naturopathes, les réflexologues, les énergéticiens, à mieux sécuriser leurs activités au plan juridique. Donc, je leur rédige des documents, par exemple des CGV, des mentions légales. Et c'est vrai que ça peut être pertinent de pouvoir, dans cette capsule, évoquer finalement les contenus qui sont qui se retrouvent sur les sites internet que tu crées en fait pour tes clients, pour tes clients praticiens du bien-être. Parce que c'est pas toujours simple de savoir quels sont les bons mots qu'on Mm, peut utiliser et ceux qui peuvent les mettre en danger. tout à fait. Ouais. Et d'ailleurs, quels sont d'après toi les termes qu'il faut absolument utiliser dans sa communication et notamment sur les sites internet? Alors déjà, en fait, avant même de voir quels sont, les termes interdits, les termes autorisés, il faut comprendre déjà pourquoi, le praticien, le thérapeute doit faire attention finalement, aux termes qu'il utilise dans sa communication digitale au sens large et notamment quand il a un site internet. Pourquoi en fait il y a un problème d'insécurité juridique? Parce que en fait, quand tu fais de la naturopathie, la réflexologie, il faut comprendre qu'en fait, c'est pas du médical au sens légal du terme. C'est ce qu'on appelle les pratiques de soins non conventionnelles, c'est-à-dire non reconnues au plan scientifique et légal en France. Et donc on n'est pas sur des pratiques qui sont interdites officiellement et qui ne sont pas non plus officiellement autorisées et encadrées. On est sur une zone grise et selon les autorités, il y a certaines pratiques qui peuvent être dangereuses et constituer parfois une perte de chance pour des personnes malades, par exemple. Et donc, quand le praticien, le thérapeute, par exemple en naturopathie, se comporte comme un médecin, comme un professionnel de santé au sens large, qu'il affirme dans sa communication orale ou écrite, Ouais. qu'il fait des diagnostics, qu'il soigne des maladies humaines, ben, c'est là où finalement il se met en infraction d'un point de vue officiel. Et D'où donc le c'est fait qu'il vrai faut que pas et d'ailleurs pardon, excuse-moi? je disais d'où le fait qu'il faut pas employer le terme, par exemple, soigner. Si je suis Exactement, exactement. Un énergéticienne. naturopathe peut pas te dire mais on va y venir dans les termes en fait qu'il vaut mieux éviter. Mais c'est vrai que là, pour répondre à ta question directe, le naturopathe, il va falloir qu'il évite dans les faits, il faut pas qu'il le fasse, mais en plus dans sa communication, il faut pas qu'il écrive qu'il soigne des maladies. Parce que s'il fait ça, s'il écrit ça, bah, finalement, il se met à la place d'un médecin. Et alors que le naturopathe n'est pas un médecin. D'accord? Et c'est vrai que ça, moi, dans ma pratique d'avocat, je le constate régulièrement quand je suis quand je travaille sur la sécurité juridique des praticiens du bien-être, des praticiens de médecine non conventionnelle, comme on va les appeler. C'est pas toujours simple, finalement, qu'ils comprennent pourquoi déjà ils doivent faire attention et ensuite de voir bah, finalement quels sont les bons termes pour décrire qui on est, qu'est-ce qu'on propose comme activité, quel service ou quel produit on propose de vendre, notamment sur son site internet. D'autant qu'en plus, toi, il y a un sujet, à mon avis, sur lequel tu es challengé, c'est que quand on veut avoir un site internet, eh ben, c'est pour être bien référencé sur les moteurs de recherche. Et donc, il faut chercher les bons mots-clés SEO pour être positionné dans les premières pages de résultats de Google. Et donc, il peut y avoir finalement bah, un équilibre assez touchy à trouver entre les bons mots-clés de positionnement, donc marketing, Ouais, heu et bah, les bons mots-clés, juridiques ouais, et tout ceux qu'il faut éviter d'utiliser pour ne pas se mettre en danger d'un point de vue légal. à fait. Ouais, Donc là, ça je te ça rejoins.
Ouais, c'est absolument pas simple puisque, si on utilise Google Trends, donc on voit les tendances de ce que les Français vont taper sur, un site Google, enfin sur le moteur de recherche Google, on va plus taper thérapeute que praticien. Or, je suis pas autorisée normalement à utiliser le mot thérapeute. Donc il y a effectivement, c'est hyper touchy de référencer un site de médecine non conventionnelle, tout en attirant un maximum de trafic. C'est ça, c'est vraiment touchy. Mais Mmh, tu vois, en t'écoutant, Nitaya, tu nous dis, bah, on n'a pas le droit d'utiliser ce terme de thérapeute. Et ben, si je fais une lecture stricte de la loi française, il n'y a pas un texte qui vient aujourd'hui lister les mots interdits ou les mots réservés. Alors, je vais être un mmh, petit peu plus précis justement sur cette question-là. Alors, c'est vrai qu'il y a des activités qui sont réservées dans le code de la santé publique. Par exemple, l'acupuncture. mmh. On sait aujourd'hui que l'acupuncture, elle est réservée aux médecins, aux sages-femmes et aux dentistes. Donc, ça veut dire très concrètement que tu ne peux pas, quand tu es, je sais pas moi, quand tu fais l'énergétique, dire que tu es acupuncteur et proposer un service d'acupuncture parce que, bah, du coup, comme c'est une activité réservée, bah, clairement, le fait de proposer, de l'écrire, te met en infraction avec la loi. OK? Il Mmh. y a des activités qui sont réservées. Tu as aussi des titres qui sont réservés, par exemple, le titre de médecin, d'accord? Ou celui de nutritionniste. Ce sont des titres qui sont réservés dans le code de la santé publique. Et donc, ils ne peuvent être utilisés que par les professionnels qui ont suivi les formations officielles et obtenu les diplômes d'État concernés. D'accord? Tu peux pas dire que tu es médecin si tu as pas fait les formations nécessaires et obtenu le diplôme de médecin. On est d'accord. Mais Mmh, en dehors de ces activités et de ces titres qui sont réservés et principalement consacrés dans le code de la santé publique, finalement, tu as pas de liste de loi qui vient lister les termes autorisés, interdits par les naturopathes et les énergéticiens. Tu vois, ce serait malheureusement trop simple. En fait, on a vraiment cette zone de flou. Comme aux yeux de la mmh. loi, les naturopathes, enfin la naturopathie par exemple n'est pas une activité officiellement reconnue, bah, du coup, tu as une zone de flou et d'insécurité juridique. Donc partant de là, c'est compliqué de dire: «Bah, voilà, tous ces mots-là, c'est interdit, ne les utilisez jamais». Non, parce qu'en fait, ça va dépendre du contexte, ça va dépendre de la manière dont tu les utilises, ces mots-là. Ça dépend des phrases, que tu vas utiliser, tu vois? Donc c'est vraiment une analyse finalement, au cas par cas et in concreto, on va dire, qui va faire que, bah, tel mot dans telle phrase, dans tel contexte, c'est dangereux ou finalement ça peut aller. D'accord? Tu pourrais très bien faire un article sur l'acupuncture. Rien n'interdit de faire un article de blog sur l'acupuncture pour expliquer ce que c'est, etc. Mais par contre, dire que tu es acupuncteur et que tu proposes un service d'acupuncture, c'est Ouais. pas la même chose. Tu vois? Que Donc, le mot ouais, d'acupuncture en tant que tel, il n'y a pas de problème, tu peux écrire dessus. Mais ça dépend comment tu l'utilises et qu'est-ce que tu proposes autour de ce sujet-là. D'accord? parce Donc, qu'il y a il y a ouais, il y a un vrai sujet entre tous les praticiens et praticiennes qui font de la MTC, la médecine, traditionnelle chinoise. Est-ce qu'elles sont autorisées ou pas à, utiliser, l'acupuncture et le mentionner dans leur fonction ou dans leur service? Voilà eh ben et non, là, parce qu'en fait, la réponse, elle est comme on vient de le voir, l'acupuncture, c'est une activité qui est réservée aux au médecins, message. aux sages-femmes, aux dentistes. Donc tu ne peux pas, si tu n'es pas médecin, sage-femme, dentiste en France, proposer ces services-là. Voilà et c'est là où il y a toute cette finesse, où on doit faire attention entre la création des offres de services sur un site web, les brochures, les flyers, enfin tous les supports de com que tu connais et que je crée. Comment faire pour pas se sentir en danger? Donc voilà, c'est d'où aussi cette capsule pour accompagner toutes les personnes qui nous sollicitent, Oui. qui regarderont cette vidéo pour dire: «Bah voilà, c'est du cas par cas, il faut se faire accompagner pour, ne pas jouer, C'est du cas avec le par feu». cas. Après, il faut quand même on peut quand même, essayer de tresser une première liste de mots qu'il serait quand même bien d'utiliser, de manière limitée. D'accord? Et puis, il faut quand même avoir un positionnement quand tu es praticien. Tu vois, moi, je parle plutôt de praticien du bien-être, même si en Oui, effet, en termes, SEO ou de référencement sur Google, c'est peut-être pas le terme le plus adapté, mais je parle de praticien du bien-être. tout à fait. Ouais. Alors que thérapeute, moi dans thérapeute, j'entends thérapie Mmh. et pour moi thérapie, c'est associé aux soins, à la guérison.
D'accord? Donc, et au traitement. Et donc, du coup, Ouais. c'est pour ça que je préfère, en tout cas, c'est ce que je conseille aux praticiens que je suis d'un point de vue juridique, c'est de se positionner en termes de professionnels sur le bien-être et le mieux-être. D'accord? Mmh. Donc, c'est dans ta rédaction, dans la rédaction, c'est globalement vers là que je conseille d'aller, c'est de vous présenter comme un praticien ou un professionnel du bien-être et du mieux-être, qui intervient en complément, d'accord, d'un suivi médical, qui est pas là pour faire un diagnostic d'une maladie, qui n'est pas là pour guérir une maladie, d'accord, mais qui est là pour apporter un mieux-être, un bien-être, en complément, d'un Mmh. suivi médical. Donc Ça, ça veut c'est dire très que tous les termes associés en général, au médecin ou à la maladie ou en tout cas aux soins médicaux, il faut mieux les éviter. mmh. Thérapie, ben, moi je trouve que c'est pas un bon terme. Soins, guérison, traitement, Ouais. patient, tu vois? Un praticien de médecine, enfin d'énergétique chinoise a souvent l'habitude d'utiliser le terme de patient pour désigner sa clientèle, alors que pour moi, le patient, c'est celui qui est suivi par un médecin, Oui, professionnel de tout à santé. fait. Mmh. Donc voilà, Tout je à pense fait, que c'est c'est, tu vois, des mots déjà rien que pour se positionner, et puis pour désigner ce qu'on fait et sa clientèle, déjà rien que sur ça, si chaque praticien qui existe, sur le marché français pouvait déjà, tu vois, faire un petit effort pour, nettoyer. recentrer un peu parce que voilà, on n'est pas médecin. On peut pas se proposer comme étant médecin si on n'a pas, encore une fois, suivi des formations et obtenu un diplôme, de médecin. Tout à Donc fait. Et d'ailleurs, j'ai une petite question, supplémentaire, Élise. Quels sont les risques si jamais un praticien emploie tous ces mots interdits, je mets bien entre guillemets, qu'est-ce qu'il encourt, juridiquement parlant? les poursuites, c'est en fait, il y a différentes infractions possibles, d'accord? Tu as la première infraction à laquelle on peut penser de manière assez classique, qui est l'exercice illégal de la médecine. L'exercice illégal de la médecine, c'est une infraction pénale, qui va, peut-être, mais d'ailleurs, quand tu suis l'actualité, tu te rends compte que tu as des naturopathes qui sont assez régulièrement poursuivis pour exercice illégal à la Ouais, médecine. Alors ça nécessite on quand même entend beaucoup. des actes, d'accord, et puis des actes répétés qui tend à, de faire des traitements ou soigner des maladies humaines. Donc tu te comportes comme un médecin, d'accord? Il faut quand même des éléments matériels, donc ça Mmh. peut être par exemple dans des dossiers où finalement un naturopathe, s'est comporté comme médecin, et a, proposé des traitements pour guérir une maladie, auprès d'une personne qui est malade, et qui a complètement été, qui a arrêté son suivi médical, tu vois? Donc, exercice illégal de la médecine, c'est, on va dire, un peu l'extrême, mais voilà, ça fait partie des infractions possibles, sur lesquelles D'accord. on peut venir vous rechercher. On va dire, plus fréquemment, ce qui peut arriver, c'est à l'occasion, par exemple, d'un contrôle, à distance d'un site internet, de la part de la DGCCRF. Mmh Ça mh. peut être des poursuites pour pratique commerciale trompeuse. La pratique Ouais. commerciale trompeuse, c'est aussi une infraction pénale, qui, vise des personnes qui affirment sur internet, ou pas forcément sur internet, mais qui affirment ou qui sous-entendent, qui formulent des allégations qui sont de nature à, finalement, induire en erreur ou à tromper, le lecteur ou le potentiel client sur, bah, finalement, qui je suis, ce que je propose comme produit, comme service, ce que ça va vous apporter, d'accord? Donc si je fais des promesses de guérison sur un site internet, si, je propose des services, par exemple Oui. d'acupuncture alors que je ne peux pas, et ben, on est aussi sur la pratique commerciale trompeuse puisque finalement je publie une information qui est fausse et j'induis Donc en en erreur un consommateur qui lui n'est pas au fait de toutes ces réglementations. J'induis en erreur, quelqu'un, et je pourrais peut-être, finalement, lui faire perdre une chance de se faire guérir autrement. Voilà, c'est en tout cas, c'est la lecture des autorités. Il y si a moi d'autres là je me infractions, hein, sur lesquelles on pourrait, venir le rechercher, mais on va dire principalement la pratique commerciale trompeuse et l'information trompeuse. C'est en général sur cette infraction-là qu'on va venir, embêter les ouais. praticiens. Mais dans ce cas, il y a le praticien et le webmaster qui peuvent être concernés par cette infraction. Si moi je me positionne en tant que webmaster et que j'ai rédigé ce contenu, est-ce que le webmaster est aussi fautif? En principe, non. En principe, c'est l'éditeur du site internet,
qui est responsable du contenu rédigé et publié. D'accord? C'est plus exactement le directeur de la publication et en général, ce directeur de la publication, c'est le praticien éditeur de son site. D'accord? Le webmaster, c'est celui qui va réaliser le site, qui va techniquement mettre les contenus sur le site, mais en théorie, c'est pas lui qui rédige, qui doit rédiger d'ailleurs, et qui va engager sa responsabilité. C'est vraiment le professionnel responsable du contenu. Donc c'est bien aussi de rappeler, il y a le webmaster, le directeur de la publication, qui est souvent le directeur, enfin le propriétaire du site web. Voilà, mais en fait, en l'occurrence, le professionnel, le praticien du bien-être dont on parle depuis tout à l'heure, c'est l'éditeur du site, d'accord? C'est l'éditeur de son site et c'est le directeur de publication des contenus qui sont publiés sur son site. En général, Donc c'est ça, la personne cumule ces casquettes-là. on est d'accord. Donc dernière question, parce qu'on voulait faire une capsule assez courte. Hem, donc justement, quels seraient les bons mots à utiliser et à éviter? Est-ce que tu veux qu'on fasse une petite liste comme ça, ceux qui nous écoutent peuvent noter sur un bout de papier, ce qu'ils ont droit ou pas droit? On a beaucoup parlé de l'acupuncture, donc ça on fait référence à la médecine traditionnelle chinoise, les MTC, j'en ai pas mal. Mais quid selon toi, des guérisseurs, des énergéticiens, des magnétiseurs? Hem, est-ce qu'ils ont le droit de dire: «Je guéris par des soins énergétiques»? Est-ce que Bah, non, là comme on l'a vu, juste à l'instant, en fait, que quand tu écris ça, tu induis en erreur, mmh, les internautes, sur tes aptitudes à soigner. Donc du coup, si tu veux, on peut pas écrire ça et on peut pas indiquer ça. On peut pas dire qu'on guérit via l'énergie. D'accord? donc Ce serait une le pratique bon terme, commerciale ça trompeuse. donc là, pour donner des petits trucs et astuces dans la vidéo, on pourrait dire plutôt de l'accompagnement à un mieux-être. C'est un exemple. Heu, Exactement. Tout au à lieu fait. de dire patient, on pourrait plutôt employer consultant, Alors client. au lieu de parler de patient, tu vas parler de client, tout simplement. Mmh. Pour ceux qui maintiennent le terme patient, faut bien rappeler que c'est réservé uniquement pour la médecine et ceux qui Tout à ont, fait. la légitimité de guérir. Voilà, ça c'est Voilà. important de le rappeler parce que je le vois encore, donc je le guéris. J'ai une petite question pour toi, un thérapeute holistique, est-ce que c'est touchy comme terme? Alors le terme Mmh, d'holistique pour moi, c'est pas un terme, inadapté, c'est plus le terme de thérapeute que, qui pourrait être travaillé. Donc, comme je le disais tout à l'heure, je dirais que plutôt présenter la personne comme un praticien ou un professionnel holistique. professionnel holistique, voilà. Ça peut être aussi, intéressant comme truc et astuce. Est-ce que tu vois d'autres mots? J'essaie de voir dans ma petite note. Ah, les formations peut-être. Est-ce qu'il est, important de parler de formation ou de certification dans ce milieu? Il n'y a pas de certification, professionnelle, actuellement. Alors, en tout cas, à l'heure où je te parle, il y a pas de certification professionnelle en matière, naturopathie, énergétique, réflexologie. En tout cas, il y en a plus d'actives. Donc, il faut faire attention à la manière dont tu présentes, donc le praticien présente ses formations et ses titres et à mon sens, de dire qu'il est certifié, ça peut relever de la pratique commerciale trompeuse puisqu'en fait, comme il n'a pas de certification professionnelle, il peut difficilement le dire. Donc il peut écrire OK. sur son site, par exemple, qu'il a suivi une formation dans une école, privée. Oui, Il faut indiquer que ce sont des formations qui ne sont pas reconnues officiellement. OK. Donc voilà, là, ça aussi, ça le protège de tout problème. Est-ce que tu vois d'autres éléments, d'autres astuces? Bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour de la question, en tout cas sur les principaux points que je voulais évoquer avec toi, dans cette capsule. Ce que pour ceux qui veulent aller plus loin sur, leur sécurité, juridique, ce que je leur propose de faire, c'est d'aller faire un tour sur mon site internet. Il y a pas mal de j'ai une rubrique qui s'appelle ressources, dans laquelle, les professionnels du bien-être peuvent retrouver pas mal de voilà, une boîte à outils juridique, pour les aider à y voir un petit peu plus clair sur, qu'est-ce qu'ils doivent mettre en place et puis aussi quelles sont, en effet, les activités ou les mots qui peuvent les mettre en danger. Bon, bah, génial. Bah, écoute, merci beaucoup Élise. Merci à tous ceux qui ont, suivi cette première capsule.
Première capsule juridique dédiée au monde web pour les praticiens bien-être, je précise bien. Et si ça vous a plu, on sera amené à en faire d'autres sur d'autres termes juridiques toujours, à travers la chaîne de Taichitu Coaching et d'Élise. Voilà. Merci Avec plaisir, beaucoup. Nitaya, en tout cas, notamment pour parler des autres aspects juridiques qui peuvent intéresser les sites internet, puisque c'est vraiment ton cœur de métier quand tu accompagnes tes praticiens du bien-être. Donc, ça peut être intéressant de parler des mentions légales du site. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on doit prévoir Ouais. dedans? Des CGV quand on veut vendre en ligne ses services, de respecter la réglementation sur les données personnelles. Voilà, il y a différents sujets auxquels il faut faire attention quand on a un site internet notamment. Donc, pourquoi pas faire d'autres capsules si ça intéresse des lecteurs. Bah, tout à fait. Bon, et bah écoute, on verra l'audience et s'il y a une deuxième capsule, on vous dit à très vite. À très bientôt. À bientôt.